Et bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nom d'un pipeline et je suis aujourd'hui avec Dan. Salut Dan. Hello! Merci de me recevoir, Dylan. Heu, écoute, ravi de t'avoir ici. On va encore parler de plein de trucs, de CI, de CD. Alors, Dan, on s'est même pas croisés, mais, moi je t'ai connu via le meet-up que tu organises plus ou moins régulièrement à Paris. Ouais, de temps en temps, sur le continuous delivery et c'est comme Ouais. ça qu'on a fini par faire connaissance. Alors, c'est un des trucs que tu fais, mais tu fais plein d'autres trucs, je suis sûr. Alors, peut-être que tu peux commencer par te présenter, par nous dire un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens. Alors, Dan Magier, je suis le CTO, enfin, et le fondeur des YT, donc je suis indépendant. Alors, j'anime le Continuous Delivery Paris depuis quelques années, même si pas aussi régulièrement que je le souhaiterais, mais en fait, j'essaye de trouver des sujets qui soient intéressants, ou bien que l'on me propose des sujets, et en ce moment, les gens sont assez calmes là-dessus, donc j'ai reçu deux écrivains de Mannings au niveau du Meetup. Nous avons fait effectivement un meet-up assez récemment sur Paris, relativement à ce que vous faites dans votre société, mais ça, je vais vous laisser le préciser. Ce n'est pas à moi de le faire, hein. Pas de pub, hein, sur un meet-up qui est, comment dire, public. Je m'y tiens, hein. Je fais pas de pub pour moi dans mes meet-up, donc même sur Ouais, le c'est podcast, normal. je suis, comment dire, assez réservé là-dessus. Et puis voilà, à la base, je suis coach sur les cultures, j'ai bien dit les cultures agiles, craft et DevOps. Je suis tech lead, je suis et avant tout développeur, c'est-à-dire que j'aime beaucoup pisser du code, mais de manière intelligente. C'est-à-dire j'aime bien réfléchir avant de coder, hein, et qu'il y ait une raison pour le code. Actuellement, j'ai une très très forte affinité, même ce depuis pas mal d'années, sur la culture DevOps, mais c'est surtout sur l'automatisation des process, parce que c'est l'un des piliers de la culture DevOps, si on se réfère au CALMS. Et j'aime pas le gâchis, donc je me réfère au Lean, et j'aime bien automatiser, ben, pour ne pas avoir à faire des tâches chiantes et rébarbatives X fois. Voilà. Normal. T'es un... Je veux dire, c'est un peu comme tout bon ingénieur, t'es un peu feignant et t'as pas envie de refaire tout le temps la même chose. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à me définir très jeune. J'aime pas tout le Je temps suis faire une la même grosse chose. feignasse. Je suis feignant. Je suis une grosse feignasse, effectivement. En tout cas, voilà. Dès que je vois que je vais faire la chose deux fois ou trois fois, ça commence à me faire mal, et j'analyse le coût de l'automatisation par rapport à la réalisation, et en fonction d'eux, ben, je prends ma décision et je fais. Ou pas. Ouais, ça me parle. Tu parles d'être même coach, c'est cool, de DevOps et compagnie. Et du coup, moi, j'ai envie de te poser une première question. Alors, ça fait quand même longtemps que je suis dans le milieu de l'informatique au sens large. J'ai commencé comme admin 6 quand j'étais petit, tout ça. Et j'ai toujours pas compris vraiment c'était quoi DevOps. En fait, quand tu vois DevOps je sais pas, un job title, par exemple, quelqu'un qui dit, je sais pas, je suis ingénieur DevOps. Moi, je suis jamais vraiment sûr de comprendre ce que font ces gens-là. Ah, C'est-à-dire que mais ça a l'air d'être tellement non, mais large. Alors, je te peut-être que eux non comprends. plus. Alors, eux non plus, hein. Honnêtement, là, c'est quand on me propose tu sais, même on me contacte pour me proposer un poste de DevOps, tu as mon bullshitomètre qui commence à exploser, hein. C'est bullshitomètre over 9000 pour ceux qui auraient la référence. Et tu es là, tu fais, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi pour vous? Donc, sur LinkedIn, quand ils t'accrochent là-dessus, c'est juste du pain béni, quoi. Tu sens que tu vas troller comme il se doit, hein. Alors, pour rappel, hein, et avis à ceux qui veulent ou pas, pour moi, le DevOps, c'est une culture. Enfin, c'est un mindset, c'est ce genre, c'est surtout ça. Certains vont dire, ouais, mais maintenant, DevOps, c'est comment dire, c'est un poste. Ok, ben informaticien, c'est un poste. Alors, c'est-à-dire qu'en informatique, on peut faire énormément de choses. Je pense que dans la culture DevOps, on peut faire aussi énormément de choses, mais c'est surtout un mindset. C'est une culture, le DevOps. C'est pas de moi, hein. C'est comme ça que l'on définit ceux qui l'ont inventé. Alors, je crois que c'était Patrick Debois, un Belge, en 2009, hein, de mémoire. Mais à un moment, faut arrêter de vouloir mettre des postes sur tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on en arrive à une explosion de postes bullshitomètres sur LinkedIn qui me font halluciner. C'est comme quand j'ai rien contre Safe, même si je ne souhaite pas l'appliquer pour différentes raisons, hein. Mais quand je vois le nombre de postes qu'il y a dans Safe, waouh, tu sais, je me dis, je pense qu'au lieu de simplifier les choses, on les a complexifiées, hein. Enfin voilà, maintenant, si on repart sur la culture DevOps ou le poste DevOps, hein, quelqu'un qui ferait par exemple de la mise en place d'un cluster Kubernetes, hein, on va l'appeler peut-être DevOps. Quelqu'un qui va utiliser Kube pour déployer dessus,
on va l'appeler DevOps. Hein. Quelqu'un qui va mettre en place des pipelines de CI/CD, on va l'appeler DevOps. Enfin, tu sais, on peut, c'est une sorte de fourre-tout complètement. C'est exactement ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, je parle à des gens qui sont DevOps au sens large du terme, c'est-à-dire soit c'est leur poste, soit ils en font, mais pour moi, c'est des gens qui font soit de l'infrastructure, soit des fois qui font du CI/CD ou même du CI. Enfin, ça reste dans le truc de l'automatisation de trucs, de déploiement, et cetera, mais ça reste plus, comme tu dis, je pense, une mouvance qu'un poste à proprement parler, et je trouve ça assez difficile de définir, en fait, non pas le terme qui, se réfère, comme tu dis, à une culture, mais finalement, quand tu as des gens qui carrément ont un poste qui est lié à une culture, je trouve ça assez j'ai un peu ce même problème avec l'agilité, en fait, en général, où c'est devenu un truc très, Ça, corporatisé et où, tu as des scrum masters, tu as donc des jobs de scrum master qui, en fait, finissent par être des chefs de projet, avec un autre nom c'est ça. ou ce genre de choses, et je me dis qu'il y a un peu la même chose dans le côté DevOps, en fait, finalement, donc tu confirmes un peu Ah, mon mais c'est. mon ressenti sur le Et sujet. il y a la méthode agile très important. Hein. Il y a la méthode agile, et en plus, si tu agiras, bah, tu as la méthode agile. On comprendra qui pourra, mais Oui, c'est Jenkins, exactement ça, c'est DevOps. OK. Quelle horreur. Et tu parlais de Safe, qu'est-ce que je connais pas du coup, c'est Safe, quoi exactement? Safe, c'est pour attends, Agile, Scale Agile for Enterprise. Non, je me rappelle même plus, mais enfin, c'est de l'agilité à l'échelle hein, ou de la fragilité à l'échelle, OK. comme je dis si bien. C'est grosso modo, tu as un ensemble de projets qui doivent tous aller en même temps ou autre, et Safe te propose un cadre. J'ai bien dit un cadre pour ce faire. Ce qui me gêne au niveau de Safe, hein, c'est la multiplicité des rôles ou autres, hein, qui généralement n'est pas forcément bien comprise par les gens. Ce que j'apprécie dans Safe, c'est la terminologie, hein, mais la mise en place, la mise en pratique de ce que j'ai pu voir à différents endroits n'est pas optimale. C'est-à-dire que ça ralentit énormément. Donc j'encourage au niveau de Safe à prendre parfois le vocable, mais attention à la mise en pratique. Parce que quand les gens font des PI planning sur 2 ou 3 jours pour s'expliquer ce qu'ils vont faire, et qu'à un moment ils doivent changer pour une raison X ou Y le contenu de comment dire de leur quarter, ben là, je pense que ton PI planning, il t'a servi à rien, quoi. L'agilité, hein, c'est de savoir s'adapter au changement. Là, difficile de s'adapter au changement quand tu as planifié pour un trimestre l'intégralité de tes tâches. Voilà. C'est ce que j'ai du mal avec les frameworks, comme tu parles de Safe, et je comprends que c'est une sorte de framework pour faire de l'agile, Mhm. at scale, mais je comprends pas du tout comment tu peux processiser, en fait, l'agile, alors qu'en fait enfin, j'ai pas l'agile manifesto de tête, mais ça me paraît complètement, et donc je me dis que ça s'applique aussi au DevOps, quoi. C'est un peu ce truc bizarre d'essayer de mettre des gens dans des cases avec des process très, très précis où en fait tu as juste une idée de fond en fait. C'est Mhm. juste un concept de fond, et l'agile un peu aussi, et du coup tu mets des process et tu mets des je vois même le safe, j'ai vu un petit, R de Registered Trademark quoi. En gros, c'est une marque enregistrée ou je sais pas quoi. Mhm. Ça fait peur quoi. Donc Ah, mais voilà, ça part très, très c'est loin. clairement un business. Après, maintenant, je vais pas me les mettre à dos pour différentes raisons. Je les ai déjà trollés sur LinkedIn. Euh, À un moment, c'était pour, comment dire, Halloween. J'avais posté une image de, comment dire, de quelqu'un qui prenait un costume de consultant safe ou autre. Ça, c'était pour rigoler. En plus, c'était une consultante safe qui me l'avait passé. J'avais trouvé ça génial. Hein. Et je l'ai même enfin, remercié là-dessus. Hein. À un moment, faut avoir un peu d'humour sur soi. Mais safe, effectivement, je pense que des fois, quand on me dit on fait du safe, j'ai pas mal peur. Quoi. C'est un peu Ouais. comme Scrum. C'est très très bien pour définir un cadre au début, hein. Mais après, à vous de définir l'agilité. En fait, c'est pas une méthode. C'est aussi un mindset. C'est un peu comme la culture DevOps. Et en fait, c'est bah, trouver, vous, ce qui convient à votre équipe pour pouvoir respecter peut-être les valeurs et les principes du manifeste agile, tout simplement. Maintenant, si on me demande vraiment c'est quoi l'agilité, ben, c'est peut-être de sortir les doigts du cul, quoi. C'est un moment de faire les choses et de s'adapter. Non, mais à un moment, il faut arrêter, c'est du bon sens. En fait, ce qui se passe, c'est on est consultant bon sens parfois. C'est des fois, j'interviens, Ouais. je dis des choses, c'est du bon sens, et les gens, ah, mais c'est plutôt bien, c'est du bon sens. Et toi, tu es là, oui, en fait, c'est de l'agilité, en fait, ça n'est que du bon sens. Voilà, tout simplement. Maintenant, on peut aussi dire, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne font pas sens, hein, et elles sont nombreuses à pouvoir être énumérées. Hein. C'est, je sais pas, par exemple, ce que j'adore en ce moment, c'est la course au tarif, c'est-à-dire payer le moins cher son infrastructure.
Et comme je le dis souvent et si bien, when you pay peanuts, you get monkeys. C'est-à-dire, tu vas avoir des mecs qui vont pisser ou taper sur un clavier sans comprendre ce qu'ils font. Mais ça fait rien, on les a pas payés cher, on en a beaucoup. C'est-à-dire que tu prendrais un mec qui sait ce qu'il fait, qui le ferait bien, et t'aurais pas d'emmerde. Ah ouais, mais tu comprends, je le paye cher. Je vais dire une connerie, je le paye 1000 euros jour. Pour 1000 euros jour, moi, je peux avoir 3 Indiens, peut-être même 4 ou 5. Et donc, tu vas avoir 4 ou 5 mecs incompétents, parce que je suis désolé hein, de le dire, mais parfois, il y en a, ils sont pas très très compétents. On va rarement là-bas pour avoir une excellence. On va là-bas pour avoir un tarif. Hein. Ça fout la merde. Et après, on fait appel d'urgence à des personnes plus compétentes, que ce soit en Inde ou en France, parce qu'il y a de très très bons, comment dire, ingénieurs en Inde. Hein. Bon, nous, on les voit pas, mais ils vont peut-être plus chez Microsoft, Google. Il y a tout partout, oui, oui, c'est sûr. Après, beh, le truc, c'est que tu as du offshore pas cher, Voilà. effectivement, dans les pays comme l'Inde, tu en trouves assez Et ça facilement fait et très très mal. Et on corrige. Et moi, ça m'est déjà arrivé sur des missions précédentes, pas l'actuelle, mais sur des missions antérieures il y a quelques années, où on travaillait avec l'Inde. Et à un moment même, ma chef de projet a dit on arrête, on stoppe. Ils ne font plus rien. On n'a que des bugs et que des emmerdes. C'est pas que les Indiens sont mauvais, et il y en a même qui sont bien meilleurs que moi, bien meilleurs que nous. Mais sauf que dans certaines entreprises, comme on cherche le coup, on va pas prendre les bons. Les bons, ils sont pas plus bêtes que nous. Hein. Quand ils sont bons et qu'ils le savent, ils vont se vendre au plus cher ailleurs, tout simplement. Et nous, on n'a pas les bons, malheureusement. est-ce que tu penses pas que, d'une certaine mesure, moi j'ai l'impression que ce phénomène-là, il arrive surtout dans les entreprises qui considèrent l'informatique, enfin l'IT de manière générale, et cetera, comme étant un centre de coût et pas comme étant leur cœur de métier et que le but, en fait, pour elles, c'est souvent de minimiser simplement les dépenses et pas de comprendre qu'en fait et c'est un truc qui me fait mal au cœur parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a pas beaucoup, en tout cas dans le tertiaire ou autre, il y a pas beaucoup d'entreprises dont le cœur de métier n'est pas aujourd'hui autour de l'informatique de manière générale. Et donc du coup, elle voit toujours ça comme je prends l'exemple, je sais pas moi, d'une banque ou d'une assurance ou ce que tu veux, ce genre d'entreprise entre guillemets qui se modernise, mais quand même difficilement, mais dont le cœur de métier aujourd'hui, c'est pas de faire du numérique et de faire de l'informatique. Pour elle, c'est toujours de faire de la banque et de la finance. Alors que bon, tu as quand même un panoplie de startups qui arrivent pour un peu changer ça et je parle même pas enfin, je parle de la fintech, on va dire encore en matière classique, je parle même pas du Web3 ou de la Mmh. blockchain ou ce que tu veux, mais au moins dans la fintech classique, tu as des gens qui arrivent et qui mettent en fait le numérique au cœur de ce truc-là et qui chamboulent tout, alors que les autres sont encore sur un modèle où en fait, c'est foutu d'ordinateur, c'est juste un truc qui nous coûte cher, mais qu'il faut qu'on minimise ce coût-là, en fait. Et je pense que le paradigme est pas le moi, je pense que c'est pas le bon Mmh. et que du coup, ça a tu un genre de comportement au final, en fait. Alors, je te donne raison à 200%. Enfin, à un moment, alors, je vais reparler de quelqu'un que j'apprécie énormément, François Austin. On avait ce type de conversation aussi avec lui. En fait, les sociétés n'ont pas compris que l'informatique n'était pas un centre de coût, mais un moyen de gagner de l'argent. Et qui plus est, c'est si c'est un centre de coût pour elles, je vais les inviter à arrêter l'informatique et à reprendre le bon vieux papier cahier à l'ancienne. On va voir comment ça va se passer. Je pense pas que ça se passe relativement bien. Maintenant, j'ai envie de dire tant pis pour elle, il y a des sociétés qui arrivent. J'ai pensé à Alan. Alan, qui a quand même énormément percé au sein de la mutuelle. C'est-à-dire que des mutuelles, il en existait je ne sais combien avant. Alan, ils sont arrivés, on a fait des mutuelles peut-être pour les indépendants, professionnels, ou sur Internet, tout ce qui est de plus classique. Ben, ouvrir un compte chez eux, c'est rapide. Les remboursements, c'est rapide. C'est peut-être pas les meilleurs, c'est peut-être cher, mais au moins, ils arrivent à produire un service qui plaît. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas d'emmerde quand tu utilises une informatique ou autre, les gens sont ravis et c'est ce qu'ils veulent en fait. Je sais pas si toi tu avais connu l'arrivée de Free. Free c'était génial au tout début, il y avait mobile. Hein. Tu avais eu un buzz pas possible, très très fort d'ailleurs le PDG de Free. Hein. Sauf que ben, quand tu commences et que tu n'as plus de data et que tu as besoin de data, ben, à un moment, t'as beau ne pas être cher, ben, je préfère payer plus cher ailleurs et avoir le service qui fonctionne bien. Faut pas l'oublier ça non plus. Hein. Donc à un moment, il y a peut-être un juste milieu. Qui les grandes entreprises, hein, en fait, comprenaient que en fait, l'informatique n'est pas un centre de coût, mais un élément différenciateur par rapport à leurs concurrents. Elle limiterait peut-être l'émergence de startups qui veulent leur piquer des parts de marché et qui y arrivent, mine de rien. Qu'elle pourrait favoriser la rétention de leurs propres clients, parce que on va pas se leurrer, que ce soit en assurance, en bancaire ou autre, il y a quand même du turnover, enfin du turn. Enfin, il y a des clients qui vont ailleurs pour différentes raisons. Hein.
Ça peut être un élément différenciant. Et qu'en plus, si elles le faisaient bien, ça leur coûterait moins cher. Alors, la qualité coûte moins cher. C'est quand même assez incroyable de dire ça, mais je te reprends l'expression de tout à l'heure. When you have monkey, you pay peanuts. Ok, tu payes pas cher, t'as des mecs qui vont faire de la merde. Ça peut arriver. Il y a un corollaire ou autre, et là, François, encore, avec qui je discute énormément, si tu nous entends. When you have monkeys, you need cages. Ça veut dire quoi? C'est que quand tu as des mecs qui savent pas ce qu'ils font, tu as besoin de garde-fous. Tu as besoin de pouvoir contrôler ce qu'ils vont faire. Ça veut dire que tu prends des pas bons, qui font de la merde, et que pour contrôler la merde qui est faite, tu vas devoir créer des process. Et plus tu crées des process, plus tu as besoin de gens, et plus comme tu veux pas payer, tu rajoutes des singes. Donc plus en plus de process, etc. C'est un cercle vicieux, et peut-être même un cercle sans fin, malheureusement. Alors que prendre quelqu'un de compétent, peut-être plus cher, mais qui ne te fait pas de la merde, et qui ne te force pas à avoir des garde-fous, des cages ou autres, c'est quand même beaucoup mieux. Après, quand je parle de garde-fous, je ne parle pas de la réglementation qui peut toucher le milieu des assurances, le milieu bancaire ou d'autres milieux, hein. Je parle vraiment de garde-fous dans les process de travail interne qui font des silos, parce que ça fait des silos, et Ouais. donc c'est contre la culture DevOps que beaucoup de ces sociétés souhaitent voir implémenter, je dis bien une culture implémentée, c'est pas mal, hein, ou déployer ou acculturer chez eux, hein. Voilà. C'est difficile, ouais, ça je suis d'accord. Le truc, c'est que la culture, que ce soit l'agilité ou DevOps et compagnie, c'est une culture, ça s'appuie sur les valeurs que tu peux avoir dans ta boîte et compagnie, et c'est très compliqué, je pense, pour ces boîtes-là d'adopter, pardon, ces principes-là, si en fait, c'est pas dans le cœur déjà de base de ton entreprise. Et comme souvent, c'est des grosses, vieilles entreprises qui essayent de faire ça, c'est très, très, très compliqué de shifter. C'est un gros paquebot et tu veux changer de direction, donc ça se fait pas comme ça en 2 secondes, quoi. Tu es pas sur un petit hors-bord et tu tournes le moteur et hop là, ça y est, c'est parti. Alors, Donc ouais, c'est pas évident, je le reconnais, mais il y a une chose que je n'oublie pas, c'est que dans ces grosses sociétés, tu as énormément de salariés. Enfin, on est dans un modèle qui est particulier, on est en France, faut pas l'oublier. Et en fait, les grosses sociétés, c'est quand même une culture paternaliste. C'est-à-dire, tu as des salariés, tu ne les verras pas du jour au lendemain, et tant mieux, hein. Cela dit, ça, on reste quand même humain. C'est déjà quelque chose qui est bien. C'est sûr que quand tu es dans une startup qui est toute petite, déjà, tu as moins de contacts, les gens se connaissent, hein. Tu as peut-être beaucoup moins de services, ce genre de choses. Et puis, bon, les gens n'ont pas le niveau, ça se voit très très vite, ce genre de choses. Il y a peut-être des choses qui sont faites. La Startup Nation n'a pas que des bons côtés, hein, cela dit en passant, hein. Soyons honnêtes. Tu peux être mis au placard dans des grosses structures aussi, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, peut-être que ces gens étaient très bons, qu'ils ont suivi l'échelle de Peters et qu'ils sont montés à un poste où ils sont devenus incompétents, ce qui peut arriver aussi, hein, il n'y a pas de souci, mais ce que j'apprécie aussi, c'est que ces sociétés, en fait, elles ne virent pas comme des malpropres, c'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose, comment dire, de très, comme aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde où du jour au lendemain, vas-y, casse-toi, quoi. Il y a quand même peut-être quelque chose de familial et d'humain. Tu as des gens qui sont là dans ces sociétés depuis 30 ans, 40 ans. Moi, je trouve ça incroyable. Je n'ai pas fait ça, hein. J'ai même une carrière pas en grouillère avant d'être indépendant, mais pas loin. En fait, pour moi, une boîte, une ESN, une mission, ça ne me dérangeait pas, hein. Il n'y a eu qu'une ou deux ESN pour lesquelles ça a été plus loin que ça parce qu'elles étaient bien. Les autres, ouais. franchement, entre Fist Conseil, j'en passais des meilleurs, c'était vraiment relou, quoi. On est humain, on s'aime tous, hein. Enfin, on Surtout peut parce que les s'enculer, ESN n'ont comment? pas forcément les ESN n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée dans beaucoup de contextes où elles font que placer des gens, et c'est les gens qui portent la valeur en tant que telle, et rarement le SN. Il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, c'est souvent ce qui se passe, donc c'est assez interchangeable. Après, bon, tu as les tailles de SN différentes et Mmh mh. compagnie, mais c'est plus les petites, plus les humains, en fait, sont vraiment la valeur de l'ESN plus que l'entreprise elle-même. Ouais, même dans des petites, hein, j'ai vu du niveau, pas dégueulasse, hein. Mais bon, ça dépend. Tu peux en avoir de très bien, de moins bien. Ça dépend aussi, tu sais, des personnes qui sont à la tête de l'ESN, hein. C'est elles qui définissent la ligne directrice. Il y en a eu de très bien, hein, il y en a eu de moins bien. C'est tout ce que je peux dire, hein. Tout n'est pas acheté, mais dans 95% des cas, je pense oui. OK. Et aujourd'hui, tu interviens à quel niveau? Parce que tu dis que tu faisais
tu as fait en tout cas du coaching, peut-être moins maintenant et c'est quoi ton quotidien dans les missions que tu réalises en tant que je sais pas comment tu t'appelles? Bon, tu disais, enfin, CTO de ta propre boîte, c'est facile, tu es tout seul dedans. Mais quand C'est facile. quand tu viens et du coup tu entre guillemets, «tu te vends», avec des guillemets sur comme quoi? Du coup ingénieur DevOps ou pas? Alors, ingénieur DevOps, ingénieur culture, ouais, c'est pas mal, j'aime bien celle-là. Non, plus sérieusement, en fait, ce que je propose, c'est une manière d'automatiser. Je pense que la qualité coûte moins cher, donc j'ai essayé d'aller vers une optique de qualité. C'est ce qui m'a aussi poussé à choisir certaines ESN à un moment dans ma carrière, pour ça. C'est-à-dire, vraiment tourner sur le craft. Ce qui se passe, c'est, quand j'arrive, en règle générale, en entretien, bon, je leur dis: «Voilà, je peux être coach sur les cultures agiles, craft et DevOps. Je suis développeur, je suis tech lead, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous voulez?» Et en fait, j'arrive toujours avec un projet que j'ai fait, qui représente en fait, je vais pas dire, l'état de l'art parce que, mais pas loin. En fait, quand on appelle, l'état de l'art ou la masterpiece, en fait, pour moi, en tant que craft, je me vois comme un compagnon. Tu sais, les compagnons du devoir, on fait le tour de Tout France. à fait. J'adore. Enfin, c'est vraiment le truc et en fait, une fois que tu as fait ton tour, tu essayes de faire quelque chose qui est la somme de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as appris, qui est un peu ton état de l'art à toi, ta masterpiece, ce genre de choses. Donc moi, je me suis amusé à faire quelque chose en ce sens-là. Au niveau du code, en fait, j'ai voulu faire quelque chose qui me permettait d'être testable très, très facilement, évolutif. Bon, ben, je respecte les principes de l'architecture hexagonale, mais pas que. C'est-à-dire, c'est bien, au niveau du code, je suis plutôt pas mal. Au niveau test, je suis très très bien, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. À chaque fois que j'écris un besoin, en fait, je le fais dans une feature file et ça me permet de tester l'intégralité de mon application, tant front-end que back-end, ce genre de choses, tout en écrivant très très peu de glue code et de boilerplate code. Et surtout, j'ai aussi poussé les choses, c'est au niveau de la CI, c'est-à-dire comment intégrer mon code le plus rapidement possible en production, et le plus simplement possible. Alors, ce que j'ai fait, c'est, j'ai bien parlé de test, il n'y a pas de souci, mais j'ai aussi fait ce que j'appelle une pipeline, on va dire, plus ou moins générique, qui me permet en fait de builder tout type de projet, c'est-à-dire du .NET, du Java, du NPM, sans, enfin du Node sans problème, et de pouvoir le déployer aussi très très rapidement. Donc si tu vois au niveau du Calms sur l'automatisation, j'essaie d'aller le plus loin possible. Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était de me créer quelque chose qui soit exécutable en local et de la même manière à distance. C'est-à-dire qu'entre ma pipeline, enfin entre mon GitLab CI et ou un Jenkins et ce que je dois faire en local, j'utilise les mêmes scripts. OK. Ce genre de choses. Et j'ai voulu pousser ça au maximum. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est au lieu d'appeler des commandes qui sont spécifiques au techno, j'utilise un makefile qui lui-même va faire appel à des scripts pour chacune de mes étapes, job, target, tout ce que vous voulez, qu'importe comment vous voulez le nommer. Et en fait, ce script s'exécute. Donc, si je fais un make build, en fait, ça va appeler un build.sh par exemple. Et en fonction de paramètres que j'aurais mis dans mon projet, je sais que, bah, par exemple, ça sera un projet Java ou un projet .NET ou bien un projet sous Node, ce genre de choses. Donc, c'est ce que je fais en local. Puis, une fois que je suis content de ce que je fais, ben, je peux pousser mon code et ce sont les mêmes scripts qui vont être appelés. La seule chose qui va différer, c'est que, bon, en local, je n'appelle pas encore d'image Docker, quand bien même je le pourrais. Je le fais pas parce qu'en fait, ce n'est pas forcément la cible de mes clients. Mais par contre, bah, à distance, j'ai une image Docker, j'exécute les mêmes scripts et puis voilà. Ça me permet d'aller assez vite et d'être tranquille. Et quand tu arrives tu interviens aujourd'hui chez des, clients quels qu'ils soient et cetera et tu bosses sur des projets où tu vas être tout seul ou est-ce que tu t'intègres dans une équipe? Et le cas échéant, si tu es dans une équipe, c'est quoi en moyenne, on va dire, ou dans les dernières missions que tu as pu faire, l'état des lieux en fait, au moment où tu arrives? C'est-à-dire que tu arrives et il y a rien, tu reprends, tu continues, alors peut-être que tu as recréé des trucs comme tout à l'heure tu décrivais des situations un peu catastrophiques, donc j'imagine que tu as peut-être vécu ça. Mais c'est quoi de ton ressenti aujourd'hui sur les équipes dans lesquelles tu arrives au niveau justement de l'automatisation, le CI, le CD, où est-ce qu'elles en est? Toi, tu les emmènes du coup, je comprends, sur, bah, du full automatique et c'est quoi l'état aujourd'hui, quand tu arrives en général et c'est quoi le degré d'adoption? Est-ce que tu dois vraiment tu vois, ce qu'on voit souvent, par exemple, c'est
tu dis: «Bah, les gars, pour commencer à faire du déploiement automatique, ce serait cool de savoir si ça marche ou pas. Du coup, ce serait cool d'avoir, des tests qu'on pourrait lancer avant de déployer, puis peut-être de les intégrer en continu quand on fait des changements». Donc en fait, est-ce que tu arrives, il y a déjà tout ça ou en fait, tu pars de zéro et tu dois même convaincre les gens que c'est une bonne idée parce qu'ils vont t'expliquer en fait que c'est mieux de tout tester à la main et de prendre une semaine à tout déployer parce que c'est ça l'artisanat? Ça- Si seulement c'était qu'une semaine pour tester, hein. C'est... Parfois, ça peut malheureusement être beaucoup plus long, hein. Alors quand j'arrive, en fait, enfin, le degré diffère d'une mission à une autre. C'est jamais, enfin, franchement, ça a toujours été à différents niveaux, hein. Du zéro, vraiment zéro, hein, à un niveau quand même un peu plus élevé. Ça dépend énormément de ce que mes prédécesseurs ont pu faire. Je suis, comment dire, là j'interviens, mais dans une équipe qui est transverse. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, et je suis arrivé, ils avaient commencé en fait à mettre en place on va dire, une pipeline un peu transverse. Bon, alors, c'était un peu triché parce que je connaissais une personne avec qui on échangeait avant à ce sujet-là et autres, donc je lui ai dit énormément de choses que je faisais avant d'intégrer la mission. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer la mission, cela dit en passant. Maintenant, c'est variable. Au niveau du test, allez, je pense que je compte sur les doigts d'une main les projets et encore, je pense que je peux me couper la main à moitié, où il y avait vraiment du test, dessus. C'est très, très rare. J'ai connu des projets où, ils ont essayé de faire des trucs de dingue, hein, et même dans le milieu bancaire. Alors, je peux pas donner le nom de mon client, mais il y avait vraiment un gros, gros effort qui avait été fait. Et j'ai aidé aussi là-dessus et ça m'a fait énormément plaisir. Dans un milieu bancaire, chez un autre client, avant même d'être indépendant, ben, je peux vous dire que ben, il y a des fois, c'était pas ouf ouf quoi, le test. J'ai vu des choses, c'était juste horrible. Et à un moment, quand je demandais à pouvoir corriger les choses, on me disait non. On me disait non parce qu'il n'y avait pas le temps. Alors, par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer de trucs horribles qui me seraient arrivés, hein. Eh ben, Allez, des anecdotes marrantes, vas-y Dan, voilà, fais-nous rêver. celle-là, tu sais, en y réfléchissant, tu sais, je suis en mode PLS mental, hein, soyons honnêtes. Mais en fait, grosso modo, je suis arrivé sur une mission et en fait, tu avais quelqu'un qui avait dupliqué 3 fois son code. C'était du Java. Il utilisait de l'Hibernate. Et au lieu d'utiliser un discriminant, en fait, il avait fait 3 objets qui correspondaient à 3 états de l'objet différents. Et tu avais la même chose, c'est-à-dire une duplication au niveau de la base de données. C'est-à-dire, tu avais 3 tables qui correspondaient au même objet, même valeur, sauf que tu en avais une qui était appelée pour tel état et ainsi de suite. Quand C'est j'ai vu ça, original. J'aurais j'ai jamais fait, pensé à faire ça en tout cas. j'étais là, j'ai fait, mais pourquoi il a pas mis un flag? Et voilà quoi. Et ça a été un grand moment. Donc j'ai été voir la chef de projet, je lui fais, si tu veux, je te divise ta base de code par 3. Elle m'a fait pas le temps. J'ai fait OK. OK. Et donc à un moment, je me suis retrouvé avec un bug, comment dire, au niveau d'Hibernate, hein, sur justement le fait de faire un lazy loading ou un nigger. En fait, tu n'avais pas les éléments, hein, et ça merdait. Et c'était sur une des 3 classes qui correspondait à un même objet. Donc voilà. Donc si tu veux, toi, tu es là, tu fais OK. Et donc, si vous voulez éviter ce type d'emmerde, moi, ce que je vous propose, c'est on fait ça. On fait non, non, pas possible, pas le temps. Donc, si tu veux encore une anecdote assez drôle, un projet qui est en danger parce qu'un Artifactory ou un Nexus était plein, ce genre de choses, alors que ça se vidait, c'était juste, il y avait trop de snapshots. J'ai une chef de projet qui pétait un câble. Vous mettez mon projet en danger, hein. Et moi, dans ma tête, quand j'entendais ça, je fais putain, mais non, et ferme ta gueule en fait. Tu dis de la merde, on va passer pour des crétins. Bon, en même temps, elle jouait sur la mauvaise foi pour faire avancer les choses. C'est une technique, mais bon, faut peut-être arrêter les conneries, hein. Qu'est-ce que j'ai comme anecdote assez drôle? Malheureusement, Non, je sais c'est même pas ça, si ça peut être drôle. C'est même plus croustillant à ce niveau-là, quoi. Tellement c'est incompétent, hein. C'est un moment, on m'avait mis sur du Jenkins, je me rappelle plus à quel moment, hein. Et t'as un mec, il me fait un message, ouais, mon job plante. Mon job Jenkins plante. Tu sais, si tu vois un mail, je fais OK, c'est super, c'est bien, mais est-ce que tu peux me donner le lien de ta pipeline, par exemple, de ton job? non, c'est trop facile sinon, Ça, c'est trop ça serait facile. bien, quoi, tu sais, ça plante. OK, magnifique. Il m'envoie le lien, il me fait ah ouais, mais en fait, t'as pas. Je crois que tu sais, l'instance n'avait pas été instanciée pour je ne sais quelle raison. Il faudrait que je retrouve dans mes notes ce que j'avais vu, hein. Et dans le message, il disait en fait, ça n'a pas marché, relancer une pipeline. C'est grosso modo, c'est ce qu'il y avait mot pour mot, hein, dans le truc. Bah, qu'est-ce que je fais comme un connard? Parce que je l'ai fait. J'ai relancé la pipeline, ça a marché.
j'ai copié-collé le message qu'il y avait tu sais, dans Jenkins, je l'ai mis dans le mail, je fais voilà, la log me dit ça, me dire relancer la pipeline. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé la pipeline et waouh, ça a marché, hein. Et à un moment, tu te fais, ok, donc en fait, on prend des presse-boutons, des mecs, enfin, tu sais, je parlais de singes, hein. Et ben Ouais, voilà, quoi. On prend des gens qui ne sont pas compétents parce qu'on ne veut pas payer l'IT. Voilà. Alors, c'est pas croustillant, c'est juste déprimant, mais c'est comme ça. Il y a un moment, quand les gens ont compris que ben, si tu prends un mec qui est compétent, peut-être un peu plus cher, mais qui fait le boulot, ben, tu pourras te passer de 3 ordinateurs en plus, de problèmes en plus et de retard sur ton projet, et peut-être avoir un truc un peu nickel. ouais, ça, c'est ce qu'on disait un petit peu au début. Bah, je pense que c'est bien d'avoir ce genre d'anecdote parce que du coup, ça permet, aux gens de se comparer. Souvent, on se dit: «Non mais, c'est pire chez moi» et tu vois, finalement, ça peut être pire ailleurs donc C'est la même merde partout, à mon avis. Non, je pense qu'il y a des gens qui bossent bien. Après, c'est vrai que, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes, avec beaucoup de legacy souvent, j'ai l'impression, qui ont tendance à traîner la patte sur, ces problématiques-là et qui, comme tu dis, ont jamais le temps, mais en fait, ont jamais le temps de faire les trucs bien et ce qui fait c'est un cercle vicieux où en fait, tu as jamais le temps parce que tu as toujours des merdes que tu aurais pas eu si tu avais fait le truc bien dès le début. C'est, ce que tu disais au début sur, engager des gens compétents. Du coup, effectivement, ça a un coût, mais il faut mieux payer une personne à 1 000 € de TJM qui fait le truc en une journée bien que d'avoir, une personne à 200 € qui passe une semaine à faire un truc qui marche pas au final de toute façon parce qu'elle a pas les compétences nécessaires pour faire, D'accord. le truc en question. Ok. C'est la vraie sur le genre de problématique, je pense que c'est souvent que les entreprises, négocient et j'ai déjà eu le cas, il y a quelques années, sont très focus sur le TJM, Mhm. c'est-à-dire sur le TJM et alors qu'en fait, c'est pas le vrai coût, c'est pas le TJM, c'est combien de jours fois le TJM tu passes. En Ouais, fait, c'est un coût de combien ça te coûte à la fin de faire ce truc-là X, Y, Z et tu as des entreprises qui achètent des paquets de TJM au moins cher possible. Mais je pense que c'est pas une bonne façon de gérer, l'IT. Sans parler du fait que d'avoir beaucoup de ressources externalisées à ton entreprise alors que ça devrait être de l'interne pour, justement construire ta culture et cetera. Donc il y a pas mal de cas, en fait, parce que tu as quand même beaucoup de enfin, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais il y a encore une dizaine d'années, tu avais quand même beaucoup de grosses boîtes qui avaient, 1 tiers d'internes, 2 tiers d'externes, ce qui est pas vrai avec le turnover que ça peut avoir et cetera. C'est pas forcément, maintenant, l'idéal. ça a encore grandi. Tu as encore beaucoup plus d'externes que d'internes. En tout cas, de ce que Ouais. j'ai pu voir, j'échange là-dessus avec pas mal de collègues et anciens collègues, et je le vois bien. C'est très très rare d'avoir un ratio un peu plus moitié-moitié ou plus important côté interne. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Justement, toi, ça peut être intéressant. Toi, je sais que tu es dans une structure qui est un peu plus petite, Mergify, hein, vu que vous êtes intervenu au sein du Meetup, hein. Du meet-up, ouais. Je sais pas vous comment vous travaillez, mais je pense que vous avez une qualité qui est quand même supérieure. Moi, je te donnerai une anecdote qui va aussi dans ce sens-là, là où je suis. Mais j'aimerais avoir ton retour aussi là-dessus parce que vous créez une Bah, culture. je Ouais, bah, moi, je peux t'expliquer comme on travaille et moi et mon associé, on vient tous les 2 du monde de l'open source. On s'est connus, comme ça il y a plus de 10 ans, en bossant sur des projets, libres. Ça fait 20 ans que lui et moi, on fait de l'open source, donc on a une culture qui est très liée à ça et la façon qu'on a de travailler, elle est très liée au côté, bah, asynchrone, par exemple et cetera, dans la façon de travailler et concrètement, si, je te décris la manière dont on travaille aujourd'hui, bah, on travaille sur, on a une équipe de développeurs qui bosse avec nous sur, bah, la création du produit. Donc on fait un produit en interne qu'on vend sous forme d'abonnement, donc c'est du SaaS. Comment on fait? Bah, on fait des cycles d'une semaine parce que, on n'a jamais trop été fan de tout ce qui est méthode, tu vois? Scrum et compagnie. Donc on fait des simples cycles d'une semaine où lundi, on discute de qu'est-ce qu'on fait dans la semaine et on discute tous les jours pendant, 15 minutes avec tous les ingés pour savoir s'il y a pas de problème. Voilà, tu sais qu'on est tous en remote, donc on n'est pas dans le même bureau, donc on fait un petit, stand-up tous les jours pour savoir où est-ce qu'on en est, les uns les autres sur, les différents tickets qu'on a planifiés pour la semaine. On s'entraide si besoin, on fait des code review, donc tu pas une seule pull request, on utilise GitHub. Tu pas une seule pull request qui est mergée s'il y a pas 2 reviews qui approuvent une pull request. Donc on est sûr qu'il y a au moins 3 personnes qui ont bossé sur un bout de code. On fait les PR les plus petites possibles, donc on merge plusieurs PR par jour, ce qui paraît stupide dit comme ça, mais effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui mergent 2 PR par semaine, donc on merge plusieurs PR par jour. On fait
ce qui s'appelle un peu couramment du trunk-based development, c'est-à-dire qu'on fait des petites PR qu'on merge tous les jours, on découpe tout notre travail en plus petits bouts possible parce que c'est plus facile de review une PR de 20 lignes qu'une PR de 400 lignes avec une feature branch qui a duré pendant 3 mois. Mmh. Donc on merge comme ça, on utilise des feature flags s'il y a besoin de merger du code qui est pas totalement fini, qu'on veut pas activer ou qu'on veut tester de manière itérative. Donc on merge comme ça régulièrement. On a un CI, donc on a un CI qui teste tout ce qu'on fait. On Mmh. n'a pas de QA, on n'a pas d'environnement de staging ou d'environnement de pré-prod aujourd'hui. Donc en fait, 100% de ce qu'on fait, alors c'est un truc qui perturbe un peu les gens quand ils arrivent chez nous parce qu'ils veulent lancer l'application. Mais en fait, on leur dit tu peux pas lancer l'application. Tu dois écrire un scénario de test et ce scénario de test va lancer l'application et tester ton scénario pour toi. Donc ça prend quelques jours de comprendre comment ça marche, mais bon, l'application est en Python, le framework de test est en Python. Donc les gens décrivent leur scénario de test pour tel bug fixe qu'ils veulent faire ou telle feature qu'ils veulent implémenter. Ils écrivent les différents scénarios s'il y en a plusieurs. C'est joué dans le CI avec la pull request. Donc le code review doit faire la review du code, mais aussi des jeux de test pour voir si ça teste bien ce que le développeur a dit qu'il testait. Ce qui permet, entre la description du commit de la pull request, de comprendre quelle est l'intention du développeur. Et après, tu lis le code, tu vois si ça fait bien ce qu'il a dit que ça faisait, en parallèle avec les tests qui prouvent qu'effectivement ça marche. Et si c'est approuvé par 2 personnes, ce qui peut des fois prendre 1, 2, 3 journées parce que tu peux avoir des allers-retours, des choses à corriger, et cetera. Mmh. C'est mergé automatiquement du coup en utilisant Mergify. On fait en sorte que la PR soit bien à jour. Ce qui nous intéresse, c'est de détecter les conflits sémantiques. C'est-à-dire que si jamais tu merges une PR qui est plusieurs commits ou dizaines de commits de retard par rapport à ta branche main, tu peux te trouver dans une situation où tu as un Mmh. fichier qui est renommé ou n'importe quoi, donc tu peux merger un truc qui casse ton déploiement. Donc on met à jour la PR en utilisant notre merge queue Mergify, quoi. On utilise Mmh. Mergify pour merger Mergify, sinon c'est pas drôle. On relance les tests juste avant le merge. Du coup, si les tests fonctionnent, on merge la PR. Et quand la PR est mergée, on lance un job de déploiement qui va du coup builder des images Docker chez nous et pousser ça sur Heroku, puisqu'on utilise Heroku pour tourner, et mettre en prod du coup en 5-10 minutes à peu près ce que tu viens de merger. Donc c'est comme ça qu'on travaille chez nous, et c'est donc les gens qui onboard en général, les ingés chez nous sont un peu surpris parce qu'il n'y a pas de process de QA autre que des tests, etc. Nous, on part du principe que c'est plus intéressant d'avoir des tests en amont qui Mmh. valident tout ce que tu fais, d'avoir un moyen de déployer rapidement et d'être agile sur le fait que tu puisses aussi revenir en arrière. Donc, comme tout le monde, on fait des erreurs. Il peut arriver qu'on n'écrive pas tous les scénarios de test ou qu'un truc se passe pas bien comme prévu, qu'on a oublié. Dans ce cas-là, on peut aussi revenir en arrière en moins de 5 minutes en redéployant une ancienne version qui va pas bien. On fait du SaaS, donc c'est un truc qui est dispo 24/7, sur lequel on doit se faire en sorte que ça fonctionne. Et on fait des trucs qui sont assez critiques pour nos clients, bon, comme beaucoup d'entreprises, hein, là-dessus on n'est Mmh. pas, mais du coup, on est obligé d'avoir ce truc où on est ceinture et bretelles en permanence, on doit pouvoir revenir en arrière s'il y a un souci. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses et comme ça qu'on bosse chez nous. C'est plus facile parce qu'on est une petite structure. Après, on n'a rien inventé. C'est aussi comme ça que bossent beaucoup de startups dans le monde SaaS de manière générale, qui font du continuous delivery, du continuous deployment, et qui ont ce degré d'agilité et qui font pas une release toutes les 3 semaines sur CD-ROM. Mais ça veut dire que par jour, vous pouvez, livrer en prod jusqu'à 2, 3 fois, 4 fois, à partir du moment où il y a une PR qui est faite, vous livrez en prod? On livre entre, ouais, je dirais entre 15 et 20 fois par jour à peu près, je 15 et dirais 20 en fois par moyenne. jour, ce chiffre est quand même impressionnant. Vous êtes, alors je crois, dans les super performeurs, si, Si je prends les Dorametrics, oui, on doit être dans les trucs. Parce qu'en fait, on n'a pas de raison de pas shipper après chaque merge, puisqu'on sait que ça marche en fait. Et comme on dit, tester, c'est douter, mais ne pas déployer, c'est douter en fait. C'est-à-dire ah! on n'a rien à faire de plus. Si tu veux, une fois que le code est mergé, il n'y a aucune valeur qu'un humain peut ajouter Mmh. derrière un merge avant de déployer en fait. Donc il n'y a pas de raison de se dire oui mais non. Si c'est oui mais non, il fallait écrire un test qui prouve que ton doute. Il faut lever le doute, quoi. Donc il faut écrire un test pour lever le doute. Donc il n'y a Ouais, pas ça ce serait truc intéressant pour de. les grands groupes, enfin, c'est qu'ils aient ce retour-là et qu'ils le comprennent. C'est en fait, je pense à mes anciens clients, je ne parlerai pas de l'actuel, ou autre, mais j'aimerais bien qu'ils aient un retour comme ça, qu'ils le comprennent. Mais c'est vrai que d'un point de vue business, ils le comprendraient pas. Il y a peut-être que la partie tech, enfin ceux qui gèrent l'IT en elle-même, qui pourraient comprendre ça. En tout cas, je t'avoue, hein, j'en rêve, Ouais, bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que nous, on a fait ça parce qu'en fait, aujourd'hui,
ça nous coûte moins cher de faire ça que de passer notre temps à revenir en arrière parce qu'on n'a pas testé. Ça nous coûte moins cher de faire ça que de tester à la main pendant des semaines ce qu'on doit faire. Ça nous coûte moins cher de faire ça que tout. On est une start-up, on a peu de ressources. Mmh. En plus, on vit sur nos fonds propres depuis le début, donc on n'a pas levé 200 millions de dollars pour, acheter des ingénieurs à tour de bras pour tester des Mmh. trucs à la main. Donc c'est plus facile pour nous. Alors effectivement, tu vas un petit peu moins vite au début parce que les gens doivent apprendre à écrire des tests et cetera, mais tu vas beaucoup plus vite à long terme parce qu'en fait, on revient très, très peu en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. on a très peu de régression. Enfin, on n'a jamais de régression, on a des bugs, on les corrige avec un test qui nous prouve qu'on n'aura plus jamais ce bug de la vie. Parce que si jamais quelqu'un modifie le code et ce bug réapparaît, ça le soit avec un test. Donc tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas avoir ce phénomène constant que tu as en IT où tu corriges un bug d'un côté et en fait, tu en as rouvert un autre de l'autre, que tu avais déjà corrigé 3 semaines avant, mais tu as oublié parce qu'en fait et ça devient compliqué. C'est ce qui se passe en fait et là, tu perds énormément de temps, mais ça, c'est la réalité des choses quand tu as pas de test Mmh. et que tu as une application un peu costaud. Si c'est juste pour afficher des images à l'écran, ça va, tu peux pas trop te gourer, mais si tu fais tu as de la business logique, tu as tout ça dans une application, que ce soit on parlait de banque, d'assurance, de mutuelle, de ce que tu veux, tu es obligé d'avoir ça. Sinon, c'est juste impossible d'avoir un truc qui fonctionne Alors moi, ce que et je je pense trouve que je trouve tu génial dans ce que tu dis, hein, enfin, j'en suis un parfait défenseur, mais si je devais résumer une chose, c'est que la qualité coûte moins cher que la non-qualité, hein, et qu'en plus, et ça, ce que je kiffe, c'est les tests, en fait, c'est une spécification exécutable. À partir ouais, du moment où tu as bien décrit, en fait, le comportement dans ton test, mais qu'il est lisible même par un métier, hein, tu pourras pas perdre de spec ou de business logique. Actuellement, enfin, je parle pas d'actuellement, mais enfin si, de manière globale, hein, tu as parfois dans le bancaire, enfin en tout cas dans certaines expériences que j'avais pu avoir il y a fort, fort longtemps avant d'être indépendant, une perte de connaissances parce que, il y avait pas forcément de comment dire? De spec quelque part. C'est-à-dire, on savait pas retrouver la spec, tout ça, on savait pas si le code était aligné avec la spec. Alors que là, si ton test décrit véritablement un use case métier, ben, et qu'il le passe, ben, tu sais que c'est ce qui est utilisé au niveau de ta prod et tu tranquille, quoi. En théorie. ouais, bah, c'est pire que ça, c'est que tu imagines que si jamais tu fais, je sais pas, un logiciel bancaire et que tu as un retour utilisateur qui dit: «Quand je fais ça, je mets tel chiffre ici et cetera, j'ai tel bug», tu vas prendre l'information, tu vas implémenter les fixes, mais en fait, à tout moment, ce problème peut revenir, en fait, parce qu'il Mmh. y a rien qui prouve que nous, quand on fait, par exemple, un truc que j'aime bien faire, c'est quand on fait un revert, qu'on revient en arrière parce qu'un truc est cassé, par exemple, il y a eu un effet de bord. Mmh. En général, bon, des fois, c'est difficile parce que ça peut être un incident de production, donc on doit aller assez vite, mais ce qu'on finit toujours par faire, c'est de dire: «Ce code-là, on va l'enlever parce qu'il a déclenché un autre bug». Donc on a mis le code et le test qui teste le code, mais on a une partie des fois, ça arrive d'avoir Mmh. des morceaux qui te manquent ou tu as pas testé tel scénario, mais en fait, on va remettre justement ce test qu'on n'avait pas vu, enfin le bug qu'on n'avait pas vu, on va lui écrire un test rien que pour ça et on va, du coup, pas forcément corriger le bug, mais être sûr que ce qu'on va refaire après, quand on va remettre le morceau de feature ou de code qui marchait pas, bah, du coup, on aura le fait que, bah, ce truc-là, attention, faire ça, c'est bien, mais ça casse ça à côté, donc arrange-toi pour que ça casse pas ce truc-là parce que ça marchait avant, quoi. Mmh. Et c'est ouais, en fait, je pense que comme ce que tu décris où il y a pas de code qui spécifie le comportement, ça me rappelle un peu tu vois, le cycle en V avec des cahiers des charges et compagnie où en fait, tu pas du tout dans l'agilité quand tu fais ça. C'est-à-dire que tu écris des specs papier, tu implémentes un truc et à la fin, tu regardes si ça marche par rapport au papier et tu touches plus jamais au code. C'est un peu, tu vois, le cycle en V Ah où bah, c'est tu que tu chies prends le par le mur à la truc, c'est fin, terminé. quoi, et surtout ça correspond pas à ce que tu veux forcément, ce que le marché veut, hein. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, si tu pars du principe que ton logiciel va être tout le temps en mouvement, ce qui est le cas dans du SaaS, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'en fait, ton logiciel, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ton cœur de métier normalement maintenant. Tu peux pas enlever les ordinateurs comme tu disais, c'est pas possible. Donc en fait, c'est ton cœur de métier, donc tu vas avoir un logiciel ou des logiciels que tu vas maintenir en permanence, Mmh. sans arrêt. Donc en fait, le plus tôt tu investis dans leur qualité et dans leur suivi et leur bien-être, ben, le plus longtemps tu pourras les garder en bonne santé sans finir par dire, combien de boîtes font à la fin des projets où tu dis: «Bon, bah, on va faire une V2 et on va tout refaire, on va migrer sur un nouveau truc et compagnie», parce que tu as pas possibilité de faire évoluer ton système et tu crashes tout au bout de 5 ans et tu refais autre chose et tu migres sur un truc et tu perds des données en route, sinon c'est pas drôle. Enfin, tout ce truc-là, juste parce que tu es pas capable d'amener ton logiciel d'un point A à un point B, parce qu'en fait, tu as pas de garde-fou, en fait. Donc tu as avancé Mmh. pendant 5 ans, 10 ans
sans rien, sans barrière de sécurité sur les bords et en fait, ça devient trop compliqué de faire le moindre changement, le moindre modification parce que tu as aucune barrière, donc tu sais que le moindre truc est ça c'est brinque-ballant et ça va tout casser, quoi. Et je pense qu'il faut comprendre ça et comprendre que si tu vises le long terme, tu dois passer par là et que ça peut te ralentir au début parce que tu as pas de CI en place, tu as pas de test en place, tu as pas d'automatisation en place, tu as pas tout ça, mais que c'est un investissement nécessaire, sauf si tu fais un script qui va durer une semaine et que tu vas acheter la poubelle après. OK, bah, ça on n'en parle pas. Mais si tu dis: «OK, c'est un truc qui va me durer 5 ou 10 ans», ben, tu on a commencé les tests chez Mergify il y a 5 ans, on a commencé le code il y a 5 ans et on a des tests qui tournent depuis 5 ans et qui prouvent que depuis 5 ans, ce truc-là marche et ne sera jamais cassé et donc c'est un contrat entre, nous, l'utilisateur, que cette feature-là, elle ne sera jamais cassée. Si on la casse, ce sera de manière explicite. Mais on ne peut pas la casser par inadvertance, c'est pas possible et ça, c'est génial parce que du coup, tu peux se reliser 15 ou 20 fois par jour et pas une fois par trimestre ou je ne sais quoi. Ah, ça m'en du rêve, hein, mais malheureusement, il va falloir qu'ils comprennent, enfin, qu'au niveau, je sais pas, des grands groupes, ou autres, que leur cœur de métier, ce n'est plus, par exemple, dans le cadre de la banque, ben, du bancaire, du financier, de l'assurance, c'est qu'ils sont devenus aussi éditeurs de logiciels et ça, ils ont énormément de mal à le comprendre. Ce qui est dommage. C'est en fait, ils Ouais, se tu commencé par un métier, ben, c'est dur. Après, ce qu'il faut voir, c'est, ce qui me gêne, c'est aussi cette séparation, tu sais, du budget entre le business et l'IT. C'est-à-dire, en fait, on donne un budget parfois à des projets, on donne du budget à de l'IT et débrouillez-vous, quoi. Enfin, tu sais, il faut faire matcher les trucs. Moi, ce que je ferais, et je le dis vraiment, je donnerais tout le budget au business, mais vraiment tout le budget au business et je leur fais: «Combien tu veux mettre dans ton IT?» Si tu mets que dalle, tu auras que des emmerdes. Si tu mets plus, ça se trouve, tu auras beaucoup moins d'emmerdes. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire. Bon, après avoir des gens qui, comment dire, pensent comme ça, c'est peu courant dans les grands groupes en règle générale. En tout cas, sur les échanges que j'ai avec les collègues, on le voit bien malheureusement. ouais, je pense que c'est difficile et comme c'est quand même beaucoup de budget, surtout peut-être surtout dans les banques du coup, mais c'est beaucoup de Il y a budget de qui tout. drive les Non, il y décisions. a de tout. Ne faut pas penser qu'aux banques, tu peux aussi penser aux opérateurs de telco, tu peux penser, je Ouais, sais pas, je vais dire Orange, SFR, Bouygues, tu peux penser à la RATP, à Voyage SNCF, enfin à la SNCF, enfin oui, SNCF, je sais pas comment il s'appelle. Enfin, imagine tous les grands groupes. Enfin, c'est à un moment, ben, tous ne le font pas. Il y avait une anecdote assez intéressante au niveau de VSCT. Je crois qu'ils avaient eu une indisponibilité à un moment qui leur avait coûté plusieurs millions d'euros, je ne sais quand. Et après ça, bah, en fait, ce qu'ils avaient fait, bah, maintenant, on doit être, toujours en ligne à 99,999999997%. Ils avaient le droit à 15 minutes d'indisponibilité dans l'année. Bah, tu vois, en fait, ça ils ont perdu des millions, ils ont compris que l'IT leur servait à quelque chose. Ils ont énormément investi dans leur process par la suite, hein. Tout n'était peut-être pas parfait au début, mais après, ça s'est pas mal amélioré. C'était l'une des missions que j'ai le plus adoré, quoi. J'ai travaillé, moi, en tant que développeur avec un Ops. On a fait ensemble le build de l'application pour le déployer sur un environnement d'intégration. Et une fois que c'est fait, lui, il a pris la main pour faire toutes les étapes sur les autres environnements. C'était à l'époque, on n'utilisait pas Cube là-bas. Voilà. Et c'était génial. Et honnêtement, excellente expérience. Bon, après, maintenant, je sais pas ce qu'il en est, hein. Je sais pas comment ça a évolué là-bas, mais en tout cas, j'en ai gardé un excellent souvenir. ouais, C'était pas ça comme c'est ça non mais avant, hein, comme ils ont eu quoi. des emmerdes. Ouais, mais bon du coup, bah, c'est dommage d'arriver aux emmerdes, mais au moins ils ont pris la bonne décision après et la bonne direction, quoi. Voilà. Et ça, c'est top. Bah, si tu arrives à t'améliorer, tu sais, l'amélioration continue, Kaizen ou autre, moi, je trouve ça génial. C'est le but, c'est si tu cherches pas à t'améliorer ou autre, et que tu as des emmerdes, bon, bah écoute, hein, ton problème, hein. Mais par contre, si tu essayes de t'améliorer, ben moi, je trouve ça génial. Là, je peux même faire un kudo sur la mission que j'ai actuellement, où je suis extrêmement content. C'est, on a fait une solution qui est une pipeline, on va dire, générique pour l'ensemble de nos utilisateurs aussi. Ça va. Je réimporte ce que j'ai fait ailleurs, hein, je le cache pas. Et à un moment, on a dû développer, on avait d'autres tâches à côté. On voulait améliorer l'existant. On avait du mal ou autre. On était plusieurs. On n'avait pas forcément tous la même vision sur le sujet. Donc, on avançait chacun malheureusement sur nos sujets. On faisait des, comment ça s'appelle, des reviews de code ou autres, qui étaient bien ou pas bien en fonction de ces impératifs qu'on avait à livrer. Donc, on avait d'autres tâches. On a réussi sur un an et demi, à faire la chose. Et maintenant que c'est terminé, parce qu'on a vraiment eu d'autres tâches à côté, hein, sinon ça nous aurait pris beaucoup moins de temps, hein. Mais à partir du moment où on a réussi à avoir les fonctionnalités qu'on voulait,
On a été voir notre chef, on a fait: «Bon, bah, maintenant, on voudrait remettre le code d'équerre». Et là, il a fait: «OK». Comme il en comprend la qualité, il y a des gens qui sont quand même assez éclairés chez nos clients, heureusement, hein. Et il a fait: «OK, j'ai les fonctionnalités, maintenant allez-y, faites bien les choses et autres». Et là, ça nous prend pas tant de temps que ça, mais en tout cas, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un game changer sur la maintenabilité, du code. On a mis en place des tests qu'on avait avant, on les a conservés, mais ça nous permet en fait de réécrire beaucoup plus facilement le code. Il y avait des choses, on n'en était pas fiers, hein, qui n'étaient pas forcément nous qu'on a hérité, mais à un moment, on s'est dit: «Allez, il va falloir le changer» et on commence à le faire et ça, c'est top. Et notamment, OK. autre point pour toi, c'est intéressant ce que tu disais, vous avez des PR et en fait 2 personnes doivent valider, mais vous avez jamais pensé à un moment à faire du mob, alors pas du mob programming, mais du pair programming, ce genre de choses? Ce qui se passe, c'est quand tu fais, une PR, c'est asynchrone, ça peut faire perdre du temps. À minima, du pair programming ou du mob, alors peut-être 2 ou 3 personnes qui développeraient en même temps, ça vous éviterait les PR. Parfois, ça permet même d'avancer plus vite. Nous, c'est ce qu'on fait actuellement, enfin depuis quelques mois, en fait, avec mes collègues, sur certaines fonctionnalités, pour que la connaissance soit partagée sur l'instant et qu'on aille directement au bon truc, en fait, on fait soit du mob, soit du pair. Voilà. C'est Ouais. 3-4 personnes ou 2 personnes. Quand on peut tous être là, c'est top. Quand on peut pas, parce qu'on a d'autres obligations ou autres, on laisse tomber. Mais en fait, on arrive toujours à trouver un consensus et à arriver à peut-être à l'optimum intellectuel des personnes présentes à un instant T. Ouais, et c'est la raison pour laquelle on ne fait pas, en tout cas, on ne pousse pas le pair programming plus que ça. C'est parce que, comme j'ai dit au début, on a une culture qui est très liée à la synchrone, en fait, et du coup, D'accord. le code review aide beaucoup pour ça. Maintenant, il y a des gens qui peuvent faire du pair programming dans l'équipe parce qu'on est en vrai tous sur la même time zone et que du coup, ils peuvent se synchroniser, et l'effet que tu vois, c'est que tu as une des 2 personnes qui va envoyer la PR et l'autre qui va l'approuver du coup aussitôt, donc on va juste demander à une troisième personne de regarder, donc ça va plus vite. Après, pour moi, c'est une façon de travailler, qui n'est pas incompatible, en fait. C'est juste que tu peux le faire différemment au lieu de le faire tout Mmh. seul, et tu peux le faire. L'inconvénient du pair programming, ça peut être aussi que enfin, moi, personnellement, à titre personnel, avoir quelqu'un qui regarde par-dessus mon épaule pendant que je code, je ne vois pas l'intérêt spécialement. Mais il y a des gens qui aiment bien faire ça, donc je pense que c'est aussi une préférence personnelle. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est l'intelligence collective, c'est surtout on se challenge. Enfin, moi, j'aime beaucoup être challengé et challenger, hein, tu sais, pour voir si on peut trouver quelque chose de, je vais pas dire optimal à un moment, mais le but, c'est pas de se faire des nœuds au cerveau ou aller jusqu'à de la masturbation intellectuelle, hein, soyons honnêtes. C'est vraiment de trouver un truc qui est nickel, qui satisfasse tout le monde. Les gens ont vu la chose, en ont connaissance, c'est-à-dire ils peuvent pas dire non, j'étais pas au courant. Ils ont vu la chose, et si jamais tu as quelqu'un qui est en congé, il y a toujours quelqu'un qui peut prendre le relais derrière en disant voilà, Ouais. c'est comme ça et autres. Il y a pas forcément un gros besoin d'analyse avantage, inconvénient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais moi, Ouais, ouais. j'en suis aussi grand fan, je le reconnais. Ouais, non, mais ça c'est un bon, après, pour le partage de connaissances, les code review marchent bien pour ça aussi, donc tu retrouves aussi, ce qui est le vrai problématique, c'est quand tu as des gens qui poussent des trucs sans aucune review et sans pair programming, parce que du coup, là, tu es sûr de potentiellement faire une erreur parce que personne n'est parfait et que personne n'est pu tu donnes à personne la chance d'attraper l'erreur au passage, Mmh. malheureusement, donc ça, c'est un truc, je pense, c'est la pire pratique, mais après que tu fasses effectivement du pair programming ou des code review ou les 2 ou un mix des 2, je trouve que ça va dans le bon sens, quoi, et en fait, le vrai avantage, je pense, du pair programming, c'est que selon les types de personnalité des gens, tu peux te retrouver à coder tout seul un truc et passer beaucoup de temps à chercher la solution à un problème qu'en fait quelqu'un t'aurait soufflé Ouais, en 30 secondes si tu étais à 2, quoi. Ça, c'est un vrai truc qu'on voit, assez souvent, où et ça, c'est encore plus un effet que tu peux voir, en fait, je pense, en remote, où tu as plus de mal à te retourner, à taper sur l'épaule de ton collègue parce que faut passer par Slack ou Teams ou ce que tu ouais, veux, et pas être tapoter sur ou aller à la machine à café en disant: «Dis donc, j'ai un problème avec ça, qu'est-ce que tu en penses?» Et du coup, tu vas passer plus de temps à te triturer le cerveau, à chercher la solution, alors qu'en fait, des fois, c'est un peu le principe du rubber duck debugging, quoi, ouais, parler à un canard en plastique, et en fait, où ça t'aide à réfléchir, et en fait, en expliquant le problème, bon, si tu fais du pair programming, tu expliques forcément le problème avec la personne qui est en face de toi. Si tu fais pas de pair programming, bah, tu peux passer plusieurs heures sans expliquer le problème à personne, à part peut-être un canard en plastique si tu en as un sur ton bureau. Mais si ce n'est pas le cas, ben, tu peux rester coincé un bon moment et du coup perdre du temps, ce qui est toujours un peu dommage. je suis d'accord, hein. Sinon, tu prends ta gourde et tu lui parles. Bon, c'est un peu con de parler à une gourde, mais bon, quand tu pas de canard, Le gourde de debugging, c'est ton les gourdes de alternative Buggy. au Ah, rubber. sinon, faudrait que non, je devrais investir dans une licorne. Enfin, le canard, pas trop, mais pour le fun, c'est une petite licorne. Vas-y, ma petite licorne, fais un peu de magie, puis voilà, quoi. Mais bon, comme je le disais, le Magique. canard peut avoir une connotation autre, alors bon.
Si tu chez toi, peut-être que les gens le verront pas. Si tu au bureau, c'est un peu plus dur. Alors que là, bon, la licorne, en règle générale, Ça va. voilà, on est tranquille, c'est mignon, ça fait plaisir à tout le monde et puis voilà, quoi. Et ça fait très start-up, Dan, passion. on on arrive à la fin de l'épisode. Mmh. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Quelque chose que tu veux rajouter? Un sujet qu'on n'a pas abordé, avant de conclure? Je sais pas, c'est tu sais, quand on n'a pas vraiment préparé l'échange en tant que tel, si tu vois ce que je veux dire. On pourrait, je pense, débattre de beaucoup de choses pendant énormément de temps, et puis voilà, quoi. Parce que si je devais, résumer qu'au niveau de nos échanges, c'est que ce soit l'agilité, le software craftsmanship ou le DevOps et j'entends en culture sur les 3. Enfin, éviter de tomber dans le bullshit du poste, et autres qui veut absolument rien dire, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, essayez surtout d'avoir le mindset. Si vous n'avez pas le mindset, n'allez pas dedans, ça sert à rien. Privilégiez la qualité. Avec la qualité, vous aurez enfin, beaucoup moins d'emmerdes, ça vous coûtera vraiment moins cher. Arrêtez de faire de l'offshore dans des pays qui sont à plus de 6 heures de chez vous avec un mélange de franc-anglais qui sert absolument à rien, où chacun parle un langage qu'il ne comprend pas. Enfin, quand j'entends le niveau d'anglais de certaines personnes, alors que je suis moi-même pas un expert, j'ai peur. Enfin, mon cerveau se met en PLS mental, donc réfléchissez bien à ça. Je sais que McKinsey, BCG et tous les people consulting vous disent c'est très très bien de faire ça, c'est de la merde. Vous voulez avoir du all around the world, ok, bah faites-le, mais dans ces cas-là, si jamais vous êtes obligé d'aller euh, à l'étranger, mettez le prix, vous aurez moins d'emmerdes et ça se trouve, ça vous coûtera vachement moins cher. La qualité, ça fait économiser beaucoup d'argent. Et pour citer, je crois, Julien Dubois, un TJ pas cher, ça coûte pas cher à la journée, ça coûte extrêmement cher à l'année. Et voilà, à vous les studios. En tout cas, merci de m'avoir reçu. J'espère que ce fut intéressant et j'espère que ça plaira à tes auditeurs. En tout cas, voilà. J'en suis sûr. Et puis voilà. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée, un agréable week-end, car le week-end s'annonce. Et je te dis à une prochaine. Ciao Julien. De même, salut Dan. Bye.